Bien, maintenant que la projection se faisait, Sylvie et le réalisateur sont arrivés et je crois que leur place maintenant. Bonsoir, j'ai l'impression que c'est moi qui dois prendre la parole. Alors, merci d'être ici, excusez-nous d'être arrivé en retard, il y avait des bonnes raisons, c'est la SNCF. Avec une succession, en plus, une succession de problèmes entre Lille et Toulouse. Voilà, donc, puisque je suis là, donc je pense que beaucoup de gens me connaissent, et puis vous m'avez vu, donc il est clair. Et je présente Dominique Regel, qui est le réalisateur de ce film. Donc, si vous avez certainement des questions, peut-être que Dominique, tu pourrais d'abord expliquer un petit peu comment tu es venu l'idée de ce film, même si il y a les premières images, quand même, et puis les difficultés. Parce qu'il faut dire qu'un film comme ça, n'est pas très très simple à, comment dire, à obtenir les subventions pour, enfin voilà, il y a bien des difficultés. Donc peut-être tu pourrais dire quelque chose à ce sujet. Bonsoir. Merci d'abord, merci d'être aussi nombreux. J'avais pas vu, on avait vu qu'il y a d'autres monde, c'est très intéressant. Je voudrais juste remercier, puisque je suis là à l'association, voilà, tous les membres de l'association pour l'organisation de la collection, et celui d'être présent ce soir, encore une fois, pour accompagner le film. Oui, sur ce que je raconte un petit peu au début du film, en fait, c'est vrai que je suis vraiment passionné par l'astronomie depuis que je suis tout petit. Je suis en parallèle donc réalisateur de documentaire depuis une petite quinzaine d'années maintenant, 10-15 ans. Et du coup, depuis que j'ai commencé un peu ce métier, c'est vrai que j'avais envie de faire un film sur ce qui me touchait particulièrement, sur un film autour de l'astronomie. J'ai mis pas mal de temps quand même à trouver un angle d'écriture qui soit intéressant, parce que ça peut se raconter de mille façons différentes, en fait, un film sur l'astronomie. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment cette question des origines, parce que ça me touche aussi, je l'ai aussi utilisé dans d'autres sujets, dans d'autres thématiques, et aussi parce que il y avait une histoire à raconter qui, je pense, d'un point de vue documentaire et donc un peu de film, qui était vraiment intéressante, parce que, comme dit Aurélien Barbeau, on sait beaucoup de choses depuis le tout début, justement, depuis le premier 10 milliards d'années du monde jusqu'à aujourd'hui, donc c'est une histoire de 13 milliards d'années. N'empêche, on bute quand même à un moment particulier, et ça m'intéressait quand même de raconter un peu toute cette histoire, de remonter en arrière sur toute cette histoire, et d'arriver quand même à un point où on bute, alors que pour le grand public, le Big Bang est quand même l'origine du monde, donc ça m'intéressait de jouer un petit peu sur cette notion-là, et d'expliquer donc pourquoi on bute, et surtout, pourquoi ça nous interroge quand même sur la question de l'origine, quoi, et finalement, c'est pas si grave de ne pas connaître vraiment le début, de ne pas connaître vraiment l'origine, et raconter l'histoire est quand même intéressant. Donc voilà, ça me semble, j'ai mis un peu de temps avant de l'écrire, avant de le préparer.
Et puis, tu parlais des difficultés. Moi, d'habitude, je travaille pour la télévision, donc dans un circuit économique classique, en fait, donc avec un producteur, un diffuseur, une chaîne de télévision, des subventions, ça. Et ce film-là, en fait, il n'y a aucun diffuseur, donc aucune chaîne de télé, en fait, qui en a voulu. Et du coup, c'est très compliqué à ce moment-là, parce que normalement, parce qu'en fait, toutes les subventions et tous les financements sont dépendants des chaînes de télévision pour documentaires télé en France. Et du coup, normalement, c'est à ce moment-là qu'on abandonne le sujet et qu'on passe à autre chose. Et comme je disais, c'est un sujet qui me tenait quand même beaucoup à cœur. Et du coup, on l'a fait sous forme associative et on a créé une petite association. On a fait le film avec, je pense, 150 fois moins d'argent qu'un documentaire pour France 5 ou pour Arte, par exemple. On l'a fait avec une toute petite subvention qu'on a réussi à obtenir. Mais donc oui, ça n'a pas été facile et c'est explique pourquoi ça a pris beaucoup de temps aussi à faire. Parce que voilà, on a fait un peu en amateur, enfin pas en amateur, on l'a fait en bénévole en tout cas, donc, sur notre temps libre, pendant les vacances. En parallèle d'autres projets là. C'est un projet qui était compliqué à monter pour la télévision en tout cas. Mais du coup, il existe sous une forme différente parce que c'est toi qui me l'as fait remarquer aussi, et je suis assez d'accord aussi. J'aurais pas pu le faire comme ça pour la télévision. Et notamment les questions un peu personnelles, la présence des filles, les questions un peu plus philosophiques, tout ça, je pense qu'elles n'auraient pas eu leur place sur France 5 ou sur Arte. Et du coup, tant mieux, il existe comme ça. Voilà. On va passer aux questions. Si vous n'avez pas d'autre chose à nous dire, vous pouvez faire circuler le micro. 1, 2. Et si je vois les bras se lever, je vais m'approcher. Voilà. Ça me remercie beaucoup pour ce documentaire, c'était très inspirant et c'est vrai que ça répond à beaucoup de questions. Ça permet aussi de discuter sur beaucoup de choses, de développer. Merci beaucoup. Donc, moi, ma question, c'était juste par rapport aux vidéos qu'on voyait des galaxies, enfin, des choses comme ça. Est-ce que c'était plutôt des simulations ou c'était plutôt de la réalisation? Alors, les images astronomiques qu'on voit, il y en a de deux types en fait. Il y a ce qu'on appelle donc ça, c'est les images, les ciels étoilés qu'on voit avec des étoiles qui défilent un peu en avance rapide, enfin un peu en accéléré, avec, par exemple, je suis avec les filles, c'est le dernier plan de film. Donc ça, c'est on est nous-mêmes. Par contre, les images qui sont vraiment astronomiques, c'est-à-dire qui sont vraiment les photos de galaxies, les images nébuleuses, ces choses-là qu'on voit. La plupart proviennent des agences spatiales, donc c'est la NASA, l'Agence spatiale européenne, notamment. La plupart sont issues de Hubble, les caisses et l'avantage de ces banques de données, c'est qu'elles sont libres de droit. Et pour ce film, c'était essentiel. Sinon, j'aurais pas fait le film. Et donc voilà, la plupart proviennent quand même des agences spatiales. Après, là où il y a quand même un travail de réalisation, c'est sur le montage, parce que les vidéos qui viennent des agences spatiales, elles sont très axées sur la communication. Donc il y a une musique qui est souvent spectaculaire, un montage aussi qui est assez souvent spectaculaire, c'est ce qui est normal, mais il communique sur pour le grand public, sur les résultats, tout ça. Et donc il a fallu choisir les images pour que d'abord elles se lient entre elles assez bien, et aussi pour qu'elles correspondent au rythme du film qui est quand même un peu moins dense qu'un rythme de film communication, tout ça. Et il y a quelques images que j'ai faites moi-même mais c'est vraiment très peu de notes. La plupart proviennent vraiment des agences spatiales. Peut-être son micro, je vais essayer de parler fort. Vous avez Alors, voilà. C'est pour ça que un paupière de côté, c'est le meilleur. Je suis un bonjour et bravo encore une fois, mais impressionné par le casting aussi. Et du coup, question très simple, qui sont sympas, qui sont accessibles. Comment vous avez fait? Ils sont tous très en bas. Alors, accessible. Ça a été facile de contacter tous les intervenants qui sont dans le film. Parce qu'en fait, pour la plupart, ils sont chercheurs rattachés à une université, rattachés à une unité de recherche, et donc, finalement, c'est assez facile de les retrouver, de trouver les coordonnées, de les contacter. C'est beaucoup plus difficile après, pour certains, de trouver des disponibilités, et de trouver des moments pour se caler, pour créer les interviews, tout ça.
Mais sinon, oui, dans l'ensemble, ça a été plutôt, c'était plutôt simple et agréable de le contacter. Et justement, je reviens sur ce que je disais au tout début sur l'absence de télévision. Ils ont joué le jeu, même quand ils ont su qu'il n'y avait pas de chaîne de télévision, et que du coup, il y aurait un impact médiatique beaucoup moins, bien moins important que pour un film de télé, pour France 5 ou pour ils ont quand même joué le jeu et accepté de faire des interviews, de faire des et pour moi, c'était un rêve de pouvoir échanger, avec tous ces chercheurs, bien sûr. C'était des belles rencontres. Et Sylvie accompagne le film depuis plusieurs projections. Elle était la première à répondre positivement à ce projet, à m'accompagner même au moment de l'écriture, donc bien avant le tournage. C'était une belle rencontre aussi. Merci. Et puis, vraiment, je suis complètement émerveillée. Et bon, alors, une question que je trouvais bien aimante, c'était des cellules de notre corps qui sont les atomes qui existaient, et que des fois, j'arrivais pas à l'imaginer. Et j'arrivais pas à m'imaginer. Enfin, j'arrive pas à comprendre, je sais pas, quand on voit quelque chose de très loin, plus on va très loin, plus c'est ancien, voilà. C'est merveilleux, c'est magique. Oui, en fait, c'est pas les cellules de notre corps vraiment, ce sont les atomes qui sont à l'intérieur des molécules qui constituent les cellules de nos corps. Mais ces atomes-là viennent de l'espace. Donc, les plus légers, le lithium, l'hélium, ont été fabriqués dans les premiers instants de l'univers. Et les autres, dans les étoiles qui ont existé avant le Soleil et la Terre, et qui ont fabriqué ces éléments par des vaches nucléaires qui se produisent dans les étoiles. Et ensuite, à la fin de leur existence, les étoiles rejettent leur matière à l'extérieur et il y a d'autres étoiles qui se fabriquent à partir de là, dont le Soleil, avec son cortège de planètes. Voilà. Donc ça, c'est quand même un acquis scientifique du XXe siècle. Hein, et je dirais ça a commencé vers les années 1960. Qu'il y a eu ces premiers travaux, et ça a mis du temps, et c'est vraiment, il a fallu beaucoup de calculs, de réflexion, d'observation, et c'est vraiment un acquis, ça. Hein, comme disait, je ne sais plus, Aurélien Barraud, je crois, et il y a des choses qu'on sait quand même. Voilà. Même s'il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Bonsoir. Merci. Sylvie, peut-être, par rapport à l'histoire du découplage entre la lumière et la matière, j'ai pas bien compris tout ce passage-là qu'il y avait un peu avant et puis autour de cette notion-là dans le documentaire. C'était hyper intéressant parce que je connaissais pas du tout pour le coup. Et du coup, si on pouvait expliquer un peu plus. Oui, c'est-à-dire que l'idée, c'est que donc l'univers est en expansion. Ça veut dire qu'au cours du temps, sa densité baisse, sa température diminue. Alors, si on remonte le film à l'envers, on tombe sur ce fameux, je dirais, ces premiers instants de l'univers qui étaient extrêmement denses, chauds et denses. Et alors, c'est comme quand vous avez un nuage noir devant le soleil, vous ne voyez pas le soleil. C'est parce que le nuage est opaque et la lumière ne peut pas le traverser. Donc en fait, quand l'univers était très dense au début, il y avait de la lumière, il y avait de la matière, mais la lumière ne pouvait pas se propager, elle était tout de suite retenue par les atomes. Et donc, quand on maintenant redéroule le film dans le bon sens, on parle de cette période où la lumière était complètement focalisée et intérieure à la matière, complètement à l'interaction. Et il y a un moment où ça s'est découplé, c'est-à-dire que la densité était suffisante. Bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres interactions, peut-être un peu plus compliquées, mais il y a un moment où la lumière s'est séparée de la matière. Ce que ça veut dire, c'est que la lumière qui était là, les photons de lumière, ont pu voyager depuis cette époque-là, ça fait 13,8 milliards d'années, jusqu'à nous, sans avoir jamais rencontré un atome de matière. C'est ça que ça veut dire, le découplage de la lumière et de la matière. Et donc cette lumière-là, qui n'est plus de la lumière visible du tout, c'était de la lumière visible à l'époque, plutôt rouge-orange, à l'époque alors c'est 380 000 ans, le calcul donne ça. Aurélien Barraud, il dit 400 000 parce qu'il arrondit un peu plus. On a une date de 380 000 ans,
et que, comment dire, c'était à l'époque la lumière orange, rouge. Et depuis cette époque-là, comme l'univers est en expansion, tout est en expansion, donc la lumière, on peut considérer comme des ondes avec la longueur d'onde en expansion, donc du rouge, ça devient infrarouge, et puis après, domaine des micro-ondes, et c'est le cas actuellement, c'est-à-dire que c'est un rayonnement qui est observé dans le domaine qu'on appelle radioastronomie, et qu'on reçoit avec des antennes, pas avec des télescopes optiques, mais avec des antennes, et qui a été découvert en 1965 par des ingénieurs de la compagnie des téléphones Bell, qui étudiaient des antennes, et qui avaient toujours quelque chose qui restait quand ils essayaient de corriger l'antenne. Il y avait toujours une sorte de bruit de fond, en ondes radioélectriques. Et puis, il y a eu des discussions avec des théoriciens, c'était aux États-Unis, dans le New Jersey, une discussion avec des théoriciens de l'université Princeton à côté. Et donc, ils ont bien montré que c'était le rayonnement cosmologique primordial qu'ils observaient. Donc, ils ont eu le prix Nobel pour ça, et depuis, je crois qu'il y a eu 2 autres prix Nobel sur ce sujet, parce que il y a des gens qui ont observé ce rayonnement primordial en détail, qui ont vu qu'il y avait des fluctuations. Donc, on voit des images là avec des changements, enfin des changements de couleur. Ces changements de couleur sur un fond, c'est des fluctuations de température qui passent par les fluctuations de densité. Donc, il y a des fluctuations qui sont les prémices de ce qui devient après les galaxies, etc. Donc, voilà. Donc, c'est un sujet extrêmement important et qui donne des informations précises sur les premiers instants de l'univers. Voilà. Bonjour, merci pour votre film. Ma question était est-ce que vous, en tant que passionné, finalement, paradoxalement, ce film n'a pas été un peu frustrant parce qu'il force justement à admettre qu'on n'ait peut-être pas de réponse à cette question d'origine et que même elle soit potentiellement insensée. Alors je savais qu'on n'avait pas la réponse avant de commencer à travailler sur le film. Parce que justement, je connais aussi, ça m'intéresse aussi, donc ça me passionne beaucoup. Attendez, il faut que je réfléchisse, mais je pense que ça m'angoissait peut-être plus de ne pas avoir de réponse à la question des origines avant de faire le film qu'après avoir fait. Ce que dit Étienne Klein quand il dit finalement toute l'origine, et enfin ce que dit un peu tout le monde en fait dans le film, c'est-à-dire finalement l'origine en tant que telle, c'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est peut-être aussi l'histoire qu'il y a après, et l'histoire qu'on connaît et tout le passé qu'on peut remonter, etc. À force de l'entendre dans plusieurs intervenants, à force de le monter, à force que ça prenne sens dans le film aussi, et de construire le film un petit peu autour de ça, ça va peut-être apaiser finalement par rapport à ça. Et c'est pas que en astronomie, je pense que la quête des origines, on peut aussi la chercher dans d'autres domaines, dans d'autres thématiques, et finalement le fait de pouvoir chercher, de pouvoir remonter dans l'histoire, de pouvoir chercher une histoire, de pouvoir s'ancrer dans une histoire sans forcément avoir à connaître le début, c'est pas si grave en fait finalement. Non, je pense que ça m'a plus apaisé, c'est pas frustrant. Mais j'étais frustré peut-être avant de faire le film, mais je le suis moins maintenant. Allez-y. J'ai un sens de vérité. Allez. Non, il marche. Un, deux. Voilà. C'est trop haut. Il nous faudra un, deux. On ne le prend pas un peu. Et par rapport au télescope spatial James Webb, qui a été envoyé le 25 décembre dernier, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce télescope réponde à certaines questions primordiales qui sont posées dans le documentaire ou par l'unité scientifique et qui ne sont pas résolues aujourd'hui? Ce télescope est beaucoup plus puissant que celui qu'on avait précédemment, enfin qu'on a toujours d'ailleurs, qui est le télescope spatial Hubble, et aussi situé à un autre endroit dans l'espace. Le télescope Hubble était à 600 km et tourne autour de la Terre. Le télescope James Webb est à
1,5 million de kilomètres de la Terre et tourne autour du Soleil. Donc, et il est plus grand. Donc, ce qu'on attend, c'est beaucoup plus de précision sur des observations dans l'espace, toutes sortes d'observations, depuis le système solaire jusqu'aux confins de l'univers. Et on s'attend à remonter plus loin dans le passé. Alors, pour l'instant, pour les premières galaxies, je ne trouve pas en tête exactement l'âge de première galaxie, mais c'est pas grave. Le télescope James Webb permet d'observer des galaxies encore plus anciennes. Donc, en fait, on va de plus en plus loin, on va répondre à des questions, mais je dirais dans le même cadre que ce que disait Aurélien Barraud, c'est-à-dire, à partir du début, on saura de plus en plus. Mais le début, c'est pas le télescope James Webb, même si on a fait plein de publicité partout en disant qu'il va répondre à la question des origines. Mais non, il va répondre à plein de questions qui vont jusqu'aux origines, mais pas le problème fondamental posé là. Je crois qu'on peut dire comme Jean-Pierre Luminet, j'aime bien ce qu'il dit, la cause fondamentale, j'ai pas de réponse. Et c'est pas le télescope James Webb qui va donner une réponse sur cette question-là. Mais le reste, toute l'histoire, depuis les premiers instants, va être plus précise. Et ça, c'est intéressant. Enfin, je pense. Bonjour. Comment les atomes sont arrivés jusqu'à nous? Alors, les atomes, ils sont pas seulement arrivés jusqu'à nous, mais ils sont arrivés dans nous, parce qu'on est fait à partir des atomes. Mais c'est une très bonne question. Les atomes, ils sont dispersés dans l'espace. Et au moment de la formation du Soleil et des planètes autour, il y a une concentration de matière. La matière se condense et forme une étoile, et puis ça se condense aussi les planètes autour. Donc en fait, c'est que les atomes, ils étaient là avant. Et ils se sont rapprochés, ils se sont condensés par l'effet gravitationnel, la force de gravité qui les a rassemblés. Après, comment à partir des atomes de base, le carbone, l'azote, l'oxygène, etc., comment l'histoire de la nature est arrivée à former des molécules. Alors des molécules, on en observe aussi dans l'espace, mais des molécules de plus en plus complexes pour finalement arriver à ce que nous sommes nous. Ça, c'est une autre question qui est l'origine de la vie et qui est une question très importante et très étudiée à l'époque actuelle. Et j'ai envie de dire que le passage du non-vivant au vivant, c'est un petit peu le même blocage, la même difficulté que l'origine de l'univers. L'origine de la vie pose un gros problème. Alors, l'origine des molécules, ça, on trouve. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus et on y arrive de plus en plus. Mais les molécules de base du vivant et du vivant, c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Donc, en fait, il y a des... Et alors, après, évidemment, l'autre question, c'est par rapport au vivant, la conscience. Donc là, c'est encore autre chose. Donc, en fait, il y a comme ça des passages qui ne sont pas résolus. Et comment est-ce qu'on pourra les résoudre? Peut-être. Oui, bonjour, merci beaucoup. J'ai voyagé dernièrement, c'était un vrai plaisir. Et j'étais très heureux de voir les images du Babibs. Ouais, c'est extraordinaire de voir comment il a pu faire rêver sur un plateau de télévision à une heure de grand public, toute la France entière. Et eh bien, on souhaite que vous puissiez le faire aussi, vous, parce que vous n'avez de quoi le faire, je pense. Donc peut-être discuter avec France 5. Et puis, moi, j'ai une forme de réponse finalement à la question, parce que sur le temps zéro, parce que finalement vous l'avez dépassé dans votre... j'ai l'impression que vous l'avez dépassé avec cette fameuse image là où vous montrez une contraction justement qui amène absolument. Et moi, ça me va très bien que le temps soit pas zéro et que ce soit un continu avec le mouvement et une perpétuité. Et donc, moi, pour ma part, j'ai ma réponse. C'est encore quand même très hypothétique. Il faut quand même dire ce qu'il y a, cette histoire de rebond. Et il y a aussi quelque chose, moi, qui me gêne un peu, je dois dire, c'est que
si on a une contraction et ensuite une redilatation, au moment de la contraction, le temps ne pas forcément, il peut se passer des choses avec le temps. Donc c'est pas forcément le même temps, c'est-à-dire c'est pas forcément le temps qui s'écoule pour nos vies à l'époque actuelle qui peut servir d'axe pour aller dans le passé. Donc c'est pas si simple que ça. C'est l'idée d'essayer de comprendre, d'avoir un modèle cohérent, satisfaisant pour rendre compte de l'existence de l'univers. Et c'est vrai que ça, à la question de rebond, c'est quelque chose qui vient d'une manière un peu naturelle quand les gens, alors là c'est pas du tout moi, mais les physiciens théoriciens qui font des calculs là-dessus, et en introduisant la physique quantique, c'est-à-dire la physique quantique dit qu'on peut pas avoir un intervalle de temps plus petit qu'une certaine valeur. Et donc c'est là qu'on a un rebond qui vient. Enfin c'est très compliqué, c'est très compliqué. Mais c'est une c'est une hypothèse qui tient assez la route. Maintenant, c'est quand même encore une hypothèse. Maintenant, si c'est satisfaisant, tant mieux. Maintenant, ça veut dire qu'on reporte, et ça, il y a quand même beaucoup de théories comme ça, hein, qui reportent le temps zéro à l'infini. C'est-à-dire que, mais en fait, on revient quand même un peu à des interrogations quand même, hein, je trouve. Voilà. Peut-être que ça doit faire écho d'ailleurs à votre dernière intervention. Une des nombreuses qualités du film, c'est aussi la qualité de la vulgarisation qui, en tout cas pour ma part, me donne l'impression d'être intelligent quand d'entendre des gens beaucoup plus que par nous. Et il y a des évocations de théories qu'on entend, théorie du corps, théorie des boucles. Et alors là, j'ai jamais entendu de choses. Peut-être qu'on atteint la limite du caractère vulgarisable des choses. Est-ce que vous êtes en état avec quelques phrases profanes, de nous faire comprendre ce que fait la différence entre la théorie du corps et la théorie des boucles? Et voilà. Après, ça ressemble à parler des 3, 4, 5, 6 autres qui ont été évoqués sans même être cités. Je crois que c'est vraiment très, très compliqué. C'est toujours un petit peu l'idée que notre univers a 3 dimensions plus le temps, hein, c'est 4 dimensions, mais le temps est un peu différent, et que en fait il serait un résultat, enfin je sais pas, de quelque chose d'autre avec beaucoup plus de dimensions. Hein. Et donc toutes ces idées de cordes, il y a aussi les brânes, des choses comme ça. C'est l'idée qu'il y a autre chose, un hyperespace, et qu'il y a quelque chose qui se passe dans cet hyperespace et qui conduit à la naissance d'un univers comme le nôtre. À ce moment-là, il pourrait y avoir aussi beaucoup d'autres univers ailleurs. Et les particules élémentaires seraient des traces dans notre univers de quelque chose de plus de dimensions dans l'hyperespace et des choses comme ça. Ça, c'est plutôt les supercordes. Et la gravité quantique à boucle, alors là, je crois que c'est un peu trop compliqué. Je vais vous dire juste une chose, c'est que par exemple, un des résultats possibles, c'est que ça va faire plaisir à tout le monde, ça, parce que ça fait rêver, c'est qu'à l'intérieur des trous noirs, il y a une création d'autres univers. Voilà. Ça, c'est un truc de la gravité quantique à boucle. Mais c'est extrêmement sérieux, hein. C'est extrêmement sérieux, mais ce sont des travaux très complexes de physique théorique. Voilà. C'est pas difficile à expliquer comme ça. D'ailleurs, moi, je comprends pas, hein. Je peux pas expliquer, mais il y a plein de choses. Bon, je connais un petit peu. Mais ce que je connais, et puis les travaux vraiment complexes qui se font, il y a un monde entre deux. Alors moi j'ai 2 questions. La première c'est plutôt du côté compréhension et la deuxième c'était plutôt du côté motivation. La première question c'est, alors je comprends très bien que une galaxie qui est à 13 milliards d'années émette de la lumière émet de la lumière qui nous arrive, nous, maintenant. Et donc, on peut voir cette galaxie, dans son état, il y a 13 milliards d'années. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que,
au début, du coup, l'univers était très petit. C'est-à-dire qu'on n'était peut-être pas à 6 milliards d'années de cette galaxie-là. Mais comment ça se fait qu'on puisse, j'arrive pas à... Je comprends votre question parce que c'est une question qui se pose souvent. C'est quelque chose d'un petit peu difficile. Le rayonnement, vous parlez du rayonnement primordial, là. Le rayonnement primordial, en fait, le rayonnement primordial qu'on voit, je vais répondre dans plusieurs étapes, en essayant de pas trop long. Le rayonnement primordial qu'on voit, c'est tout autour de nous. Tout autour de nous, dans toutes les directions. Et c'est, alors c'est pas tout à fait comme ça, parce que justement, il faut tenir compte de l'expansion de l'univers, mais c'est à peu près, disons, à 13,8 milliards d'années-lumière. On peut imaginer ça comme ça, schématiquement. Alors, nous, là, il y a aussi un rayonnement primordial, qui existait là où on est maintenant. Mais celui-là, on peut pas le voir. Parce qu'on voit celui qui vient d'un endroit où la lumière a pu nous arriver. Vous voyez? Alors, le problème que dans le passé, l'univers était plus petit, en fait, c'est un problème très sérieux. Ça posait beaucoup de questions au début. Parce que quand les gens ont découvert ce rayonnement primordial, ils ont dit, ah, chouette, on voit exactement le rayonnement primordial qui était prévu, etc., etc. Et puis, tout d'un coup, il y a des gens qui ont réfléchi, mais comment ça se fait qu'on voit un rayonnement qui est vraiment uniforme, enfin, sauf qu'il y a des petites fluctuations, mais sinon globalement uniforme dans toutes les directions, alors qu'en fait, depuis le début de l'univers, les deux endroits, même à courte distance, n'ont pas pu, comment dire, comme la lumière n'a pas pu aller d'un endroit à l'autre. C'est un peu compliqué ce que je vous dis là. Mais enfin, il y a une question qui s'est posée par rapport à cette isotropie de l'univers. C'est de là, pas seulement ça, mais en partie, qu'est venue l'idée de l'inflation. Alors l'idée de l'inflation, c'est que, on en parle, hein, il y a quelqu'un qui en parle. Ça veut dire que c'est Aurélien Barraud, je crois. L'idée, alors attendez, c'est pas non plus autre chose, une petite parenthèse, c'est pas non plus l'univers, contrairement à ce qu'on dit souvent, enfin on n'en sait rien, l'univers qui était un point. Ce qui était un point, c'est l'univers observable, celui que nous pouvons observer. Mais en fait, nous pouvons observer uniquement l'univers dans le passé. Vous avez compris ça, parce qu'on observe les galaxies et tout ça, comme elles étaient dans le passé. Plus on observe loin, plus on observe le passé. Donc comment est l'univers à l'époque actuelle, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On observe quelque chose qui est intégré dans le passé, plus on va loin, plus c'est le passé. Donc en fait, ce qui était un point, c'est notre univers observable. Eh bien, l'idée, c'est que au début, alors c'est une idée. Oh là là, mon Dieu, c'est un peu compliqué parce que c'est une idée qui repose sur quelque chose de très sérieux. Quelque chose de très sérieux qui correspond aux interactions entre les particules. Enfin, ça irait très loin si je voulais aller complètement dedans. Mais il y a quelque chose qui fait, quelque chose de physique, quelque chose qu'on explique scientifiquement, qui fait que dans les premiers instants de l'univers, il a dû y avoir une inflation, c'est-à-dire que tout d'un coup, très rapidement, exponentiellement, les distances ont augmenté, puis ensuite ça s'est calmé. Et donc, ça explique que, parce que je crois que votre problème, c'est plus on voit loin, plus on doit voir rétréci. C'est ça un petit peu votre... Eh bien, non, à cause de cette inflation. Bon, je suis désolé, c'est un peu compliqué ce que je dis, mais pour essayer d'expliquer ça, c'est pas évident. En tout cas, ce qu'on voit, le rayonnement primordial qu'on voit, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas très autour de nous. Voilà, c'est un peu plus clair avec l'inflation. Et du coup, la deuxième question, c'est moi j'imagine aussi un jour peut-être changer un peu de voie quelque part, c'est-à-dire j'ai ma façon de travailler, mais si j'ai envie de faire quelque chose de plus particulier, il va falloir prendre des risques. Et je voulais savoir vos commentaires un peu sur ce moment-là où vous vous êtes dit bon bah même si il va falloir que je prenne des risques, il va falloir que je trouve des moyens de faire avancer mon projet, eh bien c'est pas grave, je suis prêt à faire ce pas même si voilà. Bah, je sais pas bien comment on va répondre. Ça fait pas, c'est
Moi, quand j'ai eu la réponse, quand j'ai eu la réponse, on a eu une réponse de France 5 qui était négative, et Arte, on attend toujours la réponse, c'était il y a 10 ans, il y a 8 ans. Donc, quand on a compris, en tout cas, quand le producteur m'a fait comprendre qu'on n'aurait pas de chaîne de télé, j'étais abattu, hein. Je me suis pas dit super, je vais faire une associative, j'étais abattu, j'ai mis beaucoup de temps avant de le reprendre vraiment, de me dire que je l'abandonnais pas. Je pense aussi parce que voilà, j'avais rencontré Sylvie déjà avant, j'avais déjà beaucoup travaillé sur le scénario, sur le sujet du film, tout ça. Je savais que c'était possible de le faire. Alors aussi parce que je suis entouré d'une équipe technique qui a accepté un peu dans la même galère pour ce projet-là aussi, qui était aussi motivé par le projet et qui était prêt aussi du coup à s'investir. Le caméraman et l'ingé son notamment. Qui était prêt à s'investir aussi pour le faire bénévolement, parce que le sujet les intéressait, ce que les rencontres qu'on allait faire les intéressait aussi. Si j'avais pas été entouré non plus de ces deux techniciens-là, j'aurais dû l'aborder, parce que j'aurais pas dû tout faire tout seul. Et après, voilà, je savais qu'en me prenant le temps, en essayant de trouver un tout petit peu d'argent, en fait, nous, dans la région, moi je viens de Lille, dans la région de France, on a la chance d'avoir une aide au film associatif, mais qui est vraiment réduite. En gros, on a fait le film pour, je crois qu'on a eu une aide de 6 000 €, je crois, alors qu'un budget pour un film d'Arte, c'est 600 000, quoi. Donc, mais voilà, je savais que c'était possible parce que on faisait sur un mode bénévole, amateur, et que voilà, et donc il n'y a pas la même qualité de réalisation que, peut-être que pour un film d'Arte, par exemple. On a tous fait ça bénévolement, mais à partir du moment où j'ai vu que j'étais accompagné là-dessus, que les chercheurs, les intervenants étaient aussi partants pour continuer, bah ouais, j'ai pas eu envie de baisser les bras, j'ai envie de le faire. Après, je ne ferai pas tous les projets, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Mais du coup, j'avais aussi d'autres projets uniquement de la télé que je faisais en parallèle, parce que voilà, si tu es bien vivre, tout ça, c'est ça aussi qui permet aussi de continuer à avancer, quoi. Si j'avais que ce film-là, ça n'aurait pas été possible non plus. Ici. Est-ce que vous pourriez envisager de tourner un film sur le futur de l'univers, voire la mort de l'univers? Alors, en tant que réalisateur, je pourrais m'envisager, ça m'intéresserait. Maintenant, j'aimerais bien savoir en tant que chercheur et scientifique ce qu'il y a à dire et quelle histoire on va penser là-dessus. Moi, je crois que la grande différence, c'est que sur le passé de l'univers, on a beaucoup d'observations, sur le futur, on n'en a pas. Donc, c'est juste une extrapolation théorique. Il y a des tas d'idées. Oh oui, il y a des tas d'idées. Qui sont d'ailleurs des tas d'idées différentes, parce que, on sait pas vraiment. Donc, je pourrais vous parler de diverses idées, mais je pense que c'est pas trop le moment. Mais je crois que disons que ce serait plutôt un film de fiction. Un film de fiction qui peut s'appuyer sur des théories scientifiques, mais quand même pas sur l'observation. Bonjour, merci beaucoup. C'était dans le film, il parlait des grandes étapes de l'univers avec la création des particules élémentaires, des atomes, des noyaux, tout ça. Et j'aimerais savoir si c'était juste à une époque qu'ils s'en produisaient plus, et que dans ces cas-là, maintenant, ils s'en produisent encore, ou si c'est des étapes absolues. Donc, est-ce que maintenant, il continue à se produire des noyaux, ou est-ce que maintenant, c'est que des hydrogènes qui vont fusionner dans les étoiles et tout ça? Est-ce qu'il se produit encore des protons et des neutrons et tout ça? Alors, les protons, ils viennent du début, hein. Les protons, ils viennent des premiers instants de l'univers. Les protons, c'est des noyaux d'hydrogène. Le deutérium, hein, qui est un proton et un neutron ensemble, des noyaux de deutérium. L'hélium, ça fait intéressant. Une grande partie de l'hélium vient des premiers instants de l'univers et un tout petit peu du lithium. Voilà. Et le beryllium, bon, c'est les éléments les plus légers, viennent d'un autre plan. C'est pas grave. Mais à partir du carbone et jusqu'à l'uranium, tous ces éléments-là viennent des étoiles. Et des étoiles, et ben, c'est tout le temps qui naissent, qui mènent leur existence, qui disparaissent. Donc il y en a tout le temps. Simplement, dans les premiers instants de l'univers, il y avait un peu plus, la densité était plus grande. Donc de ce côté-là, j'imagine que par unité de volume, il y en a peut-être moins, mais ça se crée en permanence. Vous avez dans le ciel, si il y en a qui sont astronomes amateurs, vous voyez des étoiles, vous voyez des nébuleuses.
Par exemple, la nébuleuse d'Orion, qu'on voit bien en ce moment. Enfin, on voit bien la constellation d'Orion et on commence bien à la voir, ça dépend de l'heure de nuit. Et la nébuleuse d'Orion, on la voit assez bien, même avec des jumelles. Et là-dedans, c'est une vraie pouponnière d'étoiles. C'est-à-dire qu'il y a des étoiles qui sont en train de naître là-dedans, et on voit des naissances d'étoiles d'ailleurs. Attendez, une naissance d'étoiles, ça met 10 millions d'années en gros. Mais quand je dis qu'on voit une naissance d'étoiles, on voit comme un instantané d'étoiles en train de naître. Et puis, il y a toutes sortes d'étoiles, et puis il y a des étoiles qui explosent, et la matière qui explose, elle repart à la matière interstellaire, et d'autres étoiles qui naissent. Donc c'est un cycle qui se produit en permanence, qui continue. Mais, moi, une question un peu naïve. Je voudrais savoir comment sait-on qu'un photon a fait 10 milliards de kilomètres, 10 milliards d'années, et qu'on le mesure. C'est comment dire, c'est pas immédiat. Par exemple, pour les galaxies, il faut connaître au départ. Alors, il y a toute une hiérarchie d'observations qui repose sur l'étape précédente. Donc, la première chose, c'est de pouvoir mesurer des distances dans l'univers. Par exemple, les distances d'étoiles, les distances des galaxies, et là on a des moyens, les distances des étoiles les plus proches, bon j'ai l'air de pas répondre à la question, mais c'est une réponse à la question. Les étoiles les plus proches, par exemple, on connaît leur distance par une méthode qu'on appelle triangulation. C'est-à-dire que comme nos deux yeux qui voient le relief. Si tu prends une observation d'une étoile et une observation de la même étoile, j'ai fait très schématiquement 6 mois plus tard, elle va être, si une étoile proche, sur le fond du ciel, on va la voir à un endroit un petit peu différent parce que la Terre a bougé. C'est ça la méthode de triangulation. Donc on détermine de façon assez précise les distances des étoiles les plus proches. D'ailleurs, il y a dans l'espace actuellement un satellite qui s'appelle Gaia et qui est en train de mesurer des distances de beaucoup d'étoiles. À partir de là, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on fait des statistiques qui permettent ensuite, à partir de la lumière qu'on reçoit d'une étoile, si on sait quelle sorte d'étoile c'est, le type d'étoile, on peut arriver à avoir sa distance. Ensuite, en observant les distances d'étoiles dans les premières galaxies, on peut commencer à avoir des distances de galaxies, etc. Alors ça, c'est un point. Et l'autre point, c'est que à la lumière qui nous vient des galaxies est décalée, subit un décalage. Alors si c'est de la lumière visible, c'est un décalage vers le rouge, à cause du fait que la galaxie s'éloigne de nous. Hein, ça, on peut dire que c'est un effet clair ou quelque chose comme ça. Donc, il y a une relation qui a été établie entre ce décalage spectral des photons et la distance des galaxies. À partir de là, la mesure de distance pour les gens qui s'intéressent à la cosmologie est devenue le décalage spectral. À tel point que on parle plus de distance vraiment, mais on parle de décalage, comme on appelle Z, et comme on dit une galaxie à tel Z, etc. Et quand on arrive au rayonnement primordial, c'est un peu ça, c'est le décalage entre ce qu'on observe, et alors là, du coup, c'est à partir de la théorie, de ce que devait être au début la longueur d'onde correspondante. À partir de ce décalage, on peut avoir une idée de la distance ou de l'âge, voilà. Donc c'est une sorte de construction de pyramide, mais évidemment plus on va loin, moins c'est précis, bien sûr. Mais voilà. Donc c'est pas immédiat comme réponse, mais c'est quelque chose de. Parce qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de photons qui arrivent de. Alors là, c'est un petit peu une colle, parce que je l'ai su, mais j'ai oublié. Le flux de photons qui nous arrive du rayonnement primordial, je ne saurais pas répondre, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est réceptionné par des grandes antennes, des antennes radioélectriques. Voilà. Oui. Alors, une petite remarque je vais me déplacer vers le sujet de la biologie, et pour répondre partiellement au problème de la gravité quantique en boucle, ce que font Aurélien Barraud et Carlo Rovelli à Marseille, c'est qu'ils quantifient uniquement la gravité.
Donc, là, une question qui serait posée à Roland Garros, est-ce qu'il a le droit de dire quoi que ce soit à mon avis, il dépasse la règle du jeu, là. Alors, par contre, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la question philosophique du début. Là. Comme tu l'as dit en commentaire, finalement, ce qui ressort, je me suis dit, c'est la bonne chose, on s'en fout. Moi, personnellement, ça me laisse complètement indifférent. Et pour comprendre comment se fait-il que les scientifiques, des gens d'une très très grande valeur, arrivent quand même à spéculer depuis plusieurs dizaines d'années sur le plan du temps, il y a regardé ce qui se passe en biologie. Et à l'équivalent de biologie, c'est que beaucoup de biologistes aujourd'hui, mais pas tous, mais quand même la majorité, il y a eu une cellule qui est à l'origine de tout. Ce qu'on appelle le chloroplast, l'université Common Ancestor. Alors ça, là, c'est très rigolo, parce que quand je me suis intéressé à ça, le premier truc qu'on voit, mais ça tient pas le bout, donc je vais chercher avec leurs travaux, etc. C'est facile à le démonter. Mais il y a quand même une majorité de biologistes, à chaque fois qu'ils discutent avec eux, je leur pose la même question, ils me répondent de la même façon, les mêmes objections. Donc je casse le truc parce que je prends les résultats pratiques. Il y a ce mythe de début. On veut trouver le début de quelque chose. Et ça revient à quoi? C'est parce que dans notre nature humaine, on veut donner du sens aux choses. C'est ça, c'est la question du sens. Pourquoi y aurait-il un sens sur un guitare? Là, c'était la question philosophique. Bon, là, apparemment, dans le film révélé, on s'en fout. Et en paléontologie, c'est la même chose quand on regarde l'histoire. Maintenant, il n'y a même plus de 10 ans avec les découvertes de Néandertal, de dinosaures. Avant, on commençait à mettre des petits traits, mais là, on ne relie plus rien. C'est de telle époque à telle époque, il n'y a plus d'enchaînement de cause à effet. C'est-à-dire qu'on avance en reculant d'une certaine façon. Et à chaque fois, il y a cette question du début. C'est un mythe, quoi. Et même Smolin disait que c'est d'origine religieuse. Absolument. Vorajtani, petite trait de science, ça évolue beaucoup. Allez. Mais du coup, le fait qu'on constate que l'univers, il n'est pas homogène, et que même au début, jusque là où on remonte là sur les images, on voyait ces grumeaux, il n'était pas homogène. Est-ce que quand on remonte jusqu'à l'instant originel, on se retrouve avec un point qui est pas homogène, et comment ça se traduit mathématiquement, d'où elle vient cette hétérogénéité de l'univers? Alors, les grumeaux, il faut quand même penser que c'est des grumeaux très, très, très petits. C'est-à-dire que la dimension des grumeaux, la différence, par exemple, de température, de densité, entre le plus chaud et le plus dense, et puis le moins chaud et le moins dense, c'est 10-5, c'est-à-dire c'est un 100 millième de la température. C'est vraiment très rien, presque rien. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été si difficile à trouver. Les gens, au départ, dans les hôtels, c'était complètement homogène. Et il a fallu un satellite dans l'espace, qui était Kobe, à l'époque, qui a, les gens qui ont envoyé ce satellite, qui ont découvert qu'il y avait ces structures-là. Et ces structures-là, on les attendait quand même, on les espérait, disons, les astronomes les espéraient, parce que c'était l'idée que c'était les prémices de ce qui allait devenir notre univers actuel. C'était les vérifier tout ça. Alors donc, quand dire que c'est pas homogène, en fait, c'est quand même homogène à 10-5 près. Donc c'est quand même, les grumeaux sont très 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 faibles. Alors, ces grumeaux, ils viennent c'est naturel, ce genre de choses. Parce que c'est ce qu'on appelle les fluctuations. Dans quelque chose, si on a un milieu homogène, par exemple, un gaz, je vais faire mon cours de physique, là. Un gaz dans une enceinte au laboratoire, même température, même densité, tout ça partout. Il y a dedans des particules, et ces particules, elles bougent. Donc, en permanence, il y a des endroits où c'est plus serré, moins serré, sauf qu'après, ça se redéfait et tout ça. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Donc, en fait, dans le premier instant de l'univers, c'est pareil. Il va y avoir des grumeaux aussi partout. Maintenant, on peut pas parler de ponctuel, puisqu'on a dit que le ponctuel n'était pas physique. Mais c'est les fluctuations naturelles. Ce qu'il y a là où ça commence à devenir intéressant, c'est quand les fluctuations sont suffisamment importantes et concernent suffisamment de matière pour que ça devienne stable sous l'effet de son propre poids. Et c'est ça qui fait qu'il y a création d'étoiles, alors création
que des étoiles se forment. C'est à partir du moment où il y a suffisamment de matière, suffisamment condensée, pour que ça devienne irréversible. En fait, ça, c'est toute l'histoire de l'univers, en fait. Toute l'histoire de l'univers, car on a quelque chose d'irréversible à partir de fluctuations. Voilà. Donc, c'est une... Bonjour, ma question c'est est-ce que on peut déterminer une taille minimale qu'elle peut avoir l'univers parce que on pourrait avoir disons une densité maximale une densité maximale atteinte par l'univers, c'est un peu l'idée, enfin elle me dit que par exemple pour l'eau on ne peut pas la compresser indéfiniment, on arrive à un seuil où on ne peut pas compresser plus. Est-ce que c'est pareil pour l'univers ou on peut compresser infiniment? Alors en fait, l'eau, on ne peut pas comprimer plus, mais si on essayait, si on forçait, finalement, on arrive en passant dans un autre état. Donc en fait, c'est dans l'univers, on passe comme ça, on saute d'état à un autre état. Et d'ailleurs, c'est ça qui est aussi, que je parlais d'inflation tout à l'heure, c'est des changements d'état, et on appelle ça le changement d'énergie du vide. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, la limite, justement, c'est la limite quantique, en fait. Et cette histoire de grand rebelle, cette histoire qu'on ne peut pas atteindre une densité infinie et que donc du coup ça conduit à l'idée qu'il y avait peut-être un autre univers avant. En fait, c'est un peu la réponse à la question là. Mais c'est pas la limite. Disons que quand on peut plus comprimer quelque chose, c'est c'est provisoire en fait. Si on continue en mettant beaucoup plus d'énergie, à un moment ça craque et ça passe dans un autre état, jusqu'à ce qu'on ait un effet quantique qui dit que ça peut pas continuer plus quoi. Voilà. Je sais pas si on arrive au bout des questions. Je vais en poser une petite, mais c'est plutôt des questions filmiques. On a vu de beaux lieux dans le documentaire où c'était certainement fabriqué le début de la science du cosmos. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques explications sur l'historique de ces lieux de science et de l'univers que l'on a vu au film du... Le tournage, vous voulez dire, là où les... Alors, il y a l'Observatoire de Paris, où a été tourné l'entretien avec Sylvie. C'est peut-être toi qui t'en parlais tout juste de l'Observatoire de Paris. Moi, je connais pas si mal ça. Je crois qu'il a été construit sous Louis XIV, je ne me rappelle plus. Bien sûr. Enfin, je ne vais pas tromper Paris. Il y a l'histoire de Cassini. Ah oui, il y a l'histoire de Cassini, il y a l'histoire de Maillet. Mais enfin, je n'ai pas trop préparé de fiches sur l'Observatoire. Alors, à part Sylvie, du coup, qui a été filmé à l'Observatoire de Paris, tous les autres intervenants ont été filmés soit chez eux, soit dans leur bureau de recherche, bureau de l'université. Et les autres lieux qu'on voit... Lille, non? Alors, on voit Lille, à un moment, on voit l'Observatoire, oui, c'est vrai, oui, je suis là. Oui, alors, on voit l'Observatoire de Lille, évidemment, aussi sont filmés des films, notamment, ici. L'Observatoire de Lille qui est encore en activité avec une ancienne lunette qui est assez cool, mais qui est encore en activité, avec un chouette observatoire. Ils sont encore moins utilisés à cause de la pollution lumineuse qui est en pleine ville, donc c'est un petit peu compliqué. Et après, dans le film, alors on voit le CERN, mais dans le CERN, c'est des images d'illustration, ce qu'on n'a pas pu filmer, justement, parce qu'on n'avait pas de diffuseur. C'est les seuls qui nous ont interdit l'accès, enfin, c'est le seul moment dans le film où l'absence de diffuseur, l'absence de chaîne de télé nous a vraiment été préjudiciable. Donc on a été obligé d'aller piocher dans les images, dans le banque de données, en direct du CERN. On n'a pas pu filmer les là-bas. Ah si, non, il y a question? J'arrive, je vous entends pas. Depuis le début, on en parle du fait qu'ils n'ont pas voulu de votre projet, mais pourquoi? Enfin, c'est quoi la justification que Là, je ne sais rien. il y a toujours rien. Non, mais je ne sais pas. Après, ça peut être, honnêtement, ça nous arrive assez régulièrement. On bosse sur des projets et que, voilà, ils ne sont pas, soit parce que la chaîne n'est pas intéressée par ce sujet-là à ce moment-là, soit parce qu'ils ont un autre film sur le même sujet qu'ils ont fait dans les 2, 3, 4 années précédentes. Ils ont un autre projet en cours. Après, moi, je voudrais pas, mais voilà, je le dis, le fait d'être à Lille, de travailler avec des chaînes parisiennes, bah, c'est un peu compliqué. Du coup, les chaînes, France. Parce qu'en fait, oui, c'est un film scientifique aussi, c'est ça le problème.
Moi, d'habitude, c'est pas les films scientifiques, je fais des films scientifiques. D'habitude, je fais plutôt des films plutôt historiques ou des films, des portraits d'artistes, des choses comme ça. Un film scientifique, le problème, c'est que, en gros, à part France 5 et AT, il n'y a pas d'autres chaînes qui peuvent le produire. Il n'y a pas d'autres chaînes qui ont le moyen de produire ces films-là. Donc les autres films, quand on n'a pas les chaînes nationales, parce que nous en région, les en région, ça nous arrive souvent de ne pas avoir accès aux chaînes nationales. Donc quand on n'a pas accès aux chaînes nationales, on a toujours des chaînes locales, on a France 3 Région, qui peuvent être intéressés par nos projets. Mais là, sur un film scientifique, France 3 Région, ça les intéresse pas, les chaînes locales, ça les intéresse pas. En gros, il n'y a que France 5 et Arte qui peuvent financer un film comme ça. Et France 5 et Arte, je pense qu'il faut avoir des réseaux parisiens, je pense qu'il faut être parisien, je pense qu'il faut bien les connaître, voilà. Je pense que ça a joué aussi, j'ai jamais travaillé avec eux avant, et je pense que ça a joué aussi, ils ne me connaissaient pas. Donc, en tout cas, France 5, on a eu une réponse, je crois qu'ils avaient quand même un autre film, c'est peut-être une excuse qu'ils m'ont donné, mais ils avaient peut-être un autre film aussi en préparation sur le même sujet. Arte, on n'a jamais eu de réponse, on ne sait pas pourquoi. Et après, peut-être aussi que ce que je disais tout à l'heure par rapport à la BBC, tout ça, le côté un peu où je freine volontairement le côté spectaculaire et sensationnel pour plus essayer d'aller vers la compréhension, la philosophie, et puis d'orienter petit à petit vers la philosophie, les questions un peu philosophiques et métaphysiques, des choses. Bon, je sais pas, c'est peut-être ça aussi qui les a freinés finalement. La science, les documentaires scientifiques à télé, j'ai l'impression qu'ils sont très scientifiques, mais d'un point de vue technique en fait. C'est-à-dire que ils vont expliquer comment la science fonctionne, comment les laboratoires fonctionnent, mais c'est très technique en fait. Mais la réflexion scientifique, qui pour moi, d'après ce que j'ai compris aussi, fait aussi la part au doute, c'est le principe même de la recherche finalement. J'ai l'impression que c'est pas souvent alloqué finalement à la télé, quoi. Et donc le processus de recherche en lui-même, ça passe pas si souvent que ça en fait à la télé. Donc c'est peut-être ça qui nous a freinés aussi finalement. J'ai pas entendu, pardon. Je trouve aussi. Et pour grand bonheur, c'est bien qu'il faut accepter, pas pour vous, mais pour nous, oui, parce qu'on a eu un film. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et pour moi, je veux dire, ça je l'ai dit aussi dans vos autres projections, mais moi quand je fais un film à la télé, en fait le film passe et après je ne vois plus personne et je regarde avec plus personne. Là du coup, le film est diffusé dans des soirées un peu comme ce soir, à l'initiative d'associations, de clubs d'astronomie, tout ça. Et c'est un vrai plaisir aussi du coup de rencontrer le public et de pouvoir échanger sur le film avec les gens après, c'est vraiment chouette. Vous avez entendu la question que je vous posais, c'était est-ce que le film est disponible et comment il est accessible? Alors, j'ai pas entendu le début. Non, mais voilà, vous avez répondu à la question que je voulais poser, c'était la disponibilité du film. Et pour l'instant, il n'est pas disponible. Du coup, il n'est pas disponible parce que tout simplement, j'ai pas les moyens de lancer une édition DVD ou de le mettre en VOD pour l'instant. Et je vais le penser, non, je vais le faire, je pense, dans les cours 2023. Il n'est pas disponible parce que c'est quand on fait un blog pour la télé, après il est automatiquement fait en replay, il passe automatiquement en replay, il est automatiquement disponible sur Internet, après il est automatiquement édité en DVD, donc tout est beaucoup plus simple. Et à l'inverse, quand on n'a pas de télé, tout est beaucoup plus dur. Donc mais il est disponible pour des projections, initiatives de club d'astronomie, de centres de culture, de médiation scientifique, d'associations, des choses comme ça. Et je ferai quand même, je pense, un DVD, parce que je pense que ça peut intéresser notamment les médiathèques, les écoles, les établissements scolaires. Ce sera pas une édition DVD commerciale, je pense, mais au moins pour les réseaux culturels et éducatifs, je pense que ça peut être intéressant, quoi. Si on a vu par le nombre de questions, je crois qu'on peut vous remercier beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.